rejetée par mon fils, qui m'a interdit d'assister au mariage de mon petit-fils. J'ai préparé une réponse inattendue. Plongé dans cette histoire bouleversante de trahison et de rebondissement, mon fils m'a annoncé « Tu n'es pas invité au mariage de ton petit-fils ?» Miles, le téléphone sonna au pire moment possible. J'essayais de réparer une fenêtre ancienne, coincée dans son cadre. Les vieilles charnières de cette maison, à Lorient, étaient toujours une source de tracas, surtout depuis que René était parti. Mon mari était un véritable bricoleur, mais je n'avais appris que les bases de la menuiserie. Quand je me suis retrouvée seule, j'essuyais mes mains sur un torchon de cuisine et me précipitais vers le téléphone, laissant le tournevis sur le rebord de la fenêtre. « Ah, allô ?» répondis-je brièvement, sans cérémonie. « Maman, c'est Alain. » La voix de mon fils semblait tendue, et je sentis immédiatement que quelque chose n'allait pas. En 20 ans de maternité et encore 22 ans comme grand-mère, j'avais appris à reconnaître ces inflexions dans sa voix. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» démandaillai, m'enfonçant dans le vieux fauteuil près de la cheminée. Il s'éclaircit la gorge. Un autre signe inquiétant. Alain ne faisait cela que lorsqu'il était nerveux ou sur le point de dire quelque chose de désagréable. Nathalie, les parents d'Héloïse et moi avons discuté des arrangements pour le mariage d'Hugo. Il se tut à nouveau, et je me préparais à quelque chose de déplaisant. Mon fils n'avait jamais été doué pour exprimer directement ce qu'il pensait, surtout dans des situations potentiellement conflictuelles. Il avait hérité ce trait de son père. René préférait aussi éviter les confrontations. Moi, en revanche, j'avais toujours prôné la franchise, et je le poussais. « Ne fais pas traîner, j'ai une fenêtre à réparer. Nous avons décidé que tu n'es pas invité au mariage de ton petit-fils. » Les mots restèrent suspendus entre nous, comme un rideau lourd. Je ressentis une froideur se nouer dans ma poitrine, mais je gardai mon calme. « Je vois, » dis-je simplement, serrant le téléphone plus fort. « Maman, tu dois comprendre, ce n'est pas ma décision. Nathalie et les parents d'Héloïse pensent que, après ce qui s'est passé à Noël. » Je comprends. En réalité, je comprenais bien plus que ce que Alain voulait dire. Ce n'était pas juste une réaction à ce qui s'était passé, c'était l'aboutissement de nombreuses années de tension entre Nathalie et moi, qui avaient commencé bien avant le mariage de mon fils. Je me souvenais de notre premier conflit sérieux, comme si c'était hier. Alain avait amené Nathalie à Lorient, pour le week-end, pour me la présenter, à moi et à René. C'était une belle fille, soignée, avec un diplôme en droit et des ambitions de carrière. J'avais immédiatement remarqué comment elle regardait autour d'elle, avec une légère condescendance, comme si notre maison modeste, nos manières simples, n'étaient pas à la hauteur de ses standards. René m'avait caressé la main sous la table, notre signal secret pour ralentir. Colette. Mais je n'avais pas ralenti, et ce n'était que le premier de nombreux moments semblables. « Maman, es-tu là ?» La voix d'Alain me ramena au présent. « Ah, oui, je suis là, » répondis-je. Je réfléchis juste. J'ai essayé de les dissuader. Mais Nathalie pense que tu essaies délibérément de gâcher les fêtes. Elle dit que tu n'as jamais approuvé leur relation avec Héloïse. Il y avait du vrai là-dedans. Héloïse, comme sa future belle-mère, semblait trop préoccupée par les apparences du succès. Hugo, en revanche, avait toujours été un garçon simple, comme son grand-père, honnête, direct, habile de ses mains et bon cœur. Il avait choisi une carrière dans les services d'urgence contre la volonté de ses parents, qui voulaient le voir en costume, dans une grande entreprise. Je voyais une lueur du sang de René dans cette décision, et cela réchauffait mon cœur. Maman, je comprends que tu es contrariée. Je ne suis pas contrariée. Alain, l'interrompis-je. Je prends juste note. C'était un mensonge. Bien sûr. À l'intérieur, j'étais une tempête d'émotions, ressentiment, colère, déception. Mais en mes nombreuses années comme infirmière aux urgences, j'avais appris à contrôler mes émotions. Cette capacité s'était renforcée après la mort de René, il y a 3 ans. Je n'avais pas pleuré à ses funérailles. Je n'avais pas sangloté sur ses affaires, en les rangeant dans des cartons.
J'étais juste devenue plus abrupte, plus directe, plus seule, je suppose, sans René pour lisser mes aspérités. J'étais devenue une pierre brute qui heurtait constamment les autres par ma rugosité. Ah, je suis désolée. Maman, vraiment, je pouvais presque le voir debout là, dans sa maison soignée avec la clôture blanche, faisant tourner son alliance autour de son doigt, une autre d'habitude qui trahissait sa nervosité. Nathalie était probablement à proximité. Peut-être même écoutait-elle notre conversation. Mais ne t'excuse pas. Alain, c'est la décision de la famille de ton fils. Et je la respecte. Je ressentis l'amertume de mes propres mots. Hugo avait toujours été spécial pour moi. Mon premier petit-fils. Tellement semblable à René, non seulement par son apparence, mais aussi par son caractère. Le garçon qui passait des heures avec moi dans le garage, m'aidant à réparer la vieille tondeuse à gazon, ou triant les boîtes d'outils de son grand-père, qui écoutait mes histoires sur mon travail à l'hôpital, quand les autres levaient les yeux au ciel devant mes récits d'horreur médicale. Maintenant, il se mariait et je ne serais pas là pour son grand jour. « Es-tu vraiment pas en colère ?» La voix d'Alain semblait incrédule. « Je n'ai pas dit que je n'étais pas en colère, » répondis-je honnêtement. « J'ai dit que je respectais votre décision. » Il y eut une pause. J'entendais la télévision en fond, probablement une autre émission de cuisine, que Nathalie aimait tant. « D'accord, » dit-il enfin. « Je suis content que tu comprennes. » Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment mon propre fils pouvait permettre que je sois exclue d'un événement familial aussi important. Je ne comprenais pas pourquoi mon petit-fils, avec qui j'avais toujours eu un lien spécial, ne m'avait pas défendu. Je ne comprenais pas comment nous en étions arrivés là. « Le mariage est dans 3 semaines, » ajouta Alain, au jardin de la mer. Je connaissais l'endroit, un restaurant chic avec vue sur la mer, à la périphérie de Lorient. Ce n'était pas surprenant qu'il l'ait choisi. Nathalie avait toujours été attirée par le luxe ostentatoire. « Merci de m'avoir prévenu, » dis-je sèchement. « Maintenant, je dois retourner à ma fenêtre. » Bien sûr. « Maman, je t'appellerai la semaine prochaine. » Nous savions tous les deux qu'il n'appellerait pas. Après des conversations comme celle-ci, Alain m'évitait généralement pendant des semaines, parfois des mois. Au revoir, mon fils. Je raccrochai et restai assise quelques minutes, fixant mon petit jardin par la fenêtre. Les parterres de fleurs avaient besoin d'être désherbés. La haillée devait être taillée. René avait toujours entretenu le jardin. Et maintenant, j'oubliais souvent ses corvées. La douleur de la nouvelle était vive, mais étrangement détachée, comme si cela était arrivé à quelqu'un d'autre, et que j'observais de l'extérieur. Peut-être était-ce une réaction défensive, développée au fil des années à travailler avec des patients gravement malades, ou peut-être était-ce le résultat du vide que je ressentais. Après la mort de mon mari, je me levai et retournai lentement à la fenêtre, où les charnières grinçaient encore, mécaniquement. Je ramassai le tournevis, me souvenant comment René m'avait appris à utiliser les outils. Ne force pas. Colette, tourne doucement. Pensais-je entendre sa voix? René disait toujours qu'il n'y avait aucun problème, qui ne pouvait être résolu avec le bon outil et un peu d'ingéniosité. Même si ça semble désespérément cassé, il y a toujours un moyen de réparer, aimait-il dire. Et puis, cela me frappa. Je n'allais pas rester là à pleurer, parce que je n'avais pas été invitée au mariage de mon petit-fils. Je n'allais pas supplier mon fils, ô Nathalie, de changer d'avis. Je n'allais pas appeler Hugo et faire une scène. J'allais trouver mon outil et réparer la situation à ma manière. Un plan commença à se former dans ma tête, quelque chose qui leur montrerait à tous que je n'étais pas juste une vieille femme blessée, qu'on pouvait écarter, quelque chose qui rappellerait à Hugo notre lien spécial, quelque chose qui les surprendrait tous et peut-être les ferait reconsidérer leur opinion de moi. Non, je n'allais pas m'incruster au mariage ou faire quelque chose de mesquin et indigne. J'avais quelque chose de bien plus inattendu en tête. Avec cet objectif en tête, je finis rapidement avec la fenêtre, lavai mes mains et me dirigeai vers mon vieux secrétaire, sortant un carnet et un stylo.
Je commençais à dresser une liste de ce dont j'aurais besoin pour mon plan. Je ne serais peut-être pas au mariage d'Hugo, mais je ne serais certainement pas oublié, ni inaperçu. Alain, Nathalie, et surtout mon cher petit-fils. Ils découvriraient tous que la vieille Colette Bisset n'était pas si facile à abandonner, et nous verrons qui aura un choc dans une semaine, pensai-je résolument, écrivant le premier point sur ma liste. Quand je me réveillai le lendemain matin, la première chose dont je me souvins fut l'appel d'hier. La blessure que j'avais enfouie profondément ressurgit, mais je la repoussai résolument. J'avais traversé beaucoup de tourments dans ma vie, et j'avais appris à ne pas gaspiller d'énergie en émotions inutiles. Je devais agir. Je m'assis sur le lit, fixant la moitié vide, où René dormait autrefois. Parfois, je me réveillais encore au milieu de la nuit, tendant la main pour le toucher, et chaque fois, j'étais frappé par la prise de conscience qu'il était parti. Aujourd'hui, son conseil avisé me manquait particulièrement. « Que ferais-tu, vieux ronchon ?» demandai-je à mon compagnon invisible, comme je l'avais si souvent fait ces 3 dernières années. Me levant du lit, j'allai à la cuisine pour préparer mon petit déjeuner habituel, un croissant frais avec du beurre et de la confiture d'orange. Je m'assis à la table et ouvris le carnet où j'avais griffonné mes pensées hier. Il n'y avait qu'un seul mot, surprise. Aucune idée précise, aucun plan, juste une détermination à faire quelque chose qui les ferait tous changer d'opinion sur moi. En rompant le croissant, je passai en revue tout ce que je savais sur mon petit-fils. Dans mon esprit, Hugo avait toujours été un enfant spécial, calme, réfléchi, mais avec un feu intérieur qui brillait intensément. Lorsqu'il s'agissait de ses passions, enfant, il collectionnait des modèles réduits de camions de pompiers, puis s'était passionné pour les moteurs. Et qu'à 16 ans, il avait commencé à demander à ses parents de le laisser acheter une moto. Alain et Nathalie étaient catégoriquement contre. « C'est dangereux, tu vas te cracher. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a élevé. » Les craintes parentales habituelles. Je comprenais leurs inquiétudes, mais je voyais combien cela contrariait le garçon. Cette année-là, pour son 16e anniversaire, je lui avais offert un vieux livre sur l'histoire des motos, trouvé dans une librairie d'occasion. Il était enthousiaste. Nous avions passé des heures à feuilleter les pages avec des photos de modèles classiques. Et puis, il m'avait parlé de son rêve pour la première fois. « Mamie, vois celle-ci. » Pointa-t-il une photo d'une moto élégante, avec des détails chromés. C'est une Triumph Bonneville de 1968, une vraie légende. Si je pouvais choisir une moto dans le monde, ce serait celle-ci. Je me souvenais comment il caressait la page brillante avec ses doigts, comment ses yeux s'illuminaient. À ce moment-là, il ressemblait tellement à René que j'en avais le souffle coupé. « Tu en auras une comme ça un jour. » Lui avais-je promis alors. Hugo avait souri. Dubitatif. Peu probable. « Mamie, hein, des motos comme ça sont des pièces de musée et elles coûtent une fortune. » Mais le rêve était resté, même lorsqu'il était allé à l'université, puis à l'académie de secours. Lors des rares occasions où nous nous voyions, nous parlions encore de motos classiques. Et chaque fois, la Triumph Bonneville restait sa préférée. Je repoussai mon assiette vide et pris une gorgée de thé. C'était ça. Voilà ce que je pouvais faire, offrir à Hugo son rêve, la moto dont il rêvait depuis l'adolescence. Ce serait le cadeau de mariage parfait, montrant la profondeur de mon amour pour mon petit-fils et, peut-être, faisant reconsidérer à tous leur décision de ne pas m'inviter au mariage. Mais où trouverais-je une rare Triumph Bonneville de 1968 ? Et, plus important encore, comment pourrais-je me permettre un tel achat avec ma modeste pension d'infirmière ? Je pris le téléphone et composai un numéro que je connaissais par cœur, même si je ne l'avais pas appelé depuis des mois. « Allô » répondit une voix rauque à l'autre bout. Marcel. « C'est Colette. » Marcel Dubois était un vieil ami de René, et après sa mort, il était devenu mon ami aussi. Ancien mécanicien militaire, il gérait un petit atelier à la périphérie de Lorient, où il réparait tout, des tondeuses à gazon aux voitures anciennes. Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver une vieille moto, c'était lui.
Colette Bisset, ça fait une éternité. Comment vas-tu? Vieille chauve-souris. Je ne puis m'empêcher de sourire. Marcel était la seule personne, avec René, à qui je permettais de m'appeler vieille chauve-souris. Mieux que toi, vieux geyser. J'ai entendu que ta goutte te fait souffrir à nouveau. Juste des rumeurs. Je suis en bonne santé comme un cheval, toussa-t-il, démentant ses propres mots. Quelque chose s'est passé. Tu n'es pas du genre à appeler, juste pour discuter. J'ai besoin de ton aide, Marcel, et de ton expertise. Je lui parlais de mon idée de trouver, et d'offrir à Hugo une Triomphe Bonneville, pour son mariage. Je ne mentionnais pas que je n'avais pas été invité, je ne voulais pas avoir l'air pathétique devant lui. Une Triomphe Bonneville de 1968, siffla Marcel. Ambitieux? Colette. Il en reste très peu, surtout en bon état. Et en mauvais état, seul démandaille. Il y eut une pause. Eh bien, en fait, dit-il lentement, Étienne a une vieille Triomphe dans sa casse. Je ne suis pas sûr du modèle, ou de l'année, mais c'est définitivement quelque chose des années 60. Mon cœur battit plus vite. La case d'Étienne, celle derrière les voies ferrées. C'est ça. Étienne collectionne les vieilles motos et voitures. La plupart sont juste de la ferraille, mais parfois, on trouve de vrais trésors. Nous pourrions aller jeter un œil. Aujourd'hui, démandaille, incapable de cacher mon excitation, Marcel rit. Tu n'as pas changé, Colette. Toujours aussi têtue? D'accord. Je passe te prendre dans 1 heure. Chez Kim, exactement 1 heure plus tard, Marcel, toujours ponctuel, une habitude militaire, s'arrêta devant ma maison. Dans son pick-up délabré, j'attendais déjà sur la véranda, vêtu de vieux jeans et de la chemise en flanelle de René que je portais souvent pour jardiner. Montez, fit-il signe. C'est un long trajet. La casse d'Étienne était à 15 kilomètres de Lorient, à la périphérie d'une ville voisine. Marcel et moi discutions en chemin de ceci et de cela. Son mal de dos, mon jardin envahi par les mauvaises herbes, le nouveau maire qui sévissait enfin contre les adolescents locaux, qui s'amusaient à taguer les bâtiments municipaux. Enfin, le pick-up quitta la route principale pour prendre un chemin de terre, et devant nous, nous vîmes une grande grille avec une pancarte indiquant « On casse de Garnier, propriété privée ». Attends ici, dit Marcel, descendant de la voiture. Je vais d'abord parler à Étienne. Il peut être un sacré numéro. Quand il s'agit d'affaires, je hochaïs la tête et restai dans la cabine, observant la casse par la fenêtre du pick-up, des rangées de voitures rouillées, des montagnes de pièces détachées, des pneus usés. L'endroit semblait abandonné et un peu sinistre. 15 minutes plus tard, Marcel revint, accompagné d'un homme grand, maigre, avec une barbe grise ébouriffée. Ce devait être Étienne. Voici Colette, me présenta Marcel. Colette, voici Étienne. Étienne me jaugea du regard et hocha la tête. Une dame intéressée par les vieilles motos. C'est inhabituel. Une dame intéressée précisément par une Triomphe Bonneville de 1968, répondis-je, descendant de la voiture. Et lui tendant la main, Étienne la serra, et je sentis la force dans ses doigts noueux. Marcel dit que vous pourriez en avoir une, ajoutai-je. Peut-être, répondit Étienne évasivement. Allons voir. Ça, nous le suivîmes plus profondément dans la casse, serpentant entre les rangées de métal tordu. Enfin, il s'arrêta près d'un petit hangar. C'est ici que je garde mes pièces spéciales, dit-il, déverrouillant un cadenas. Tout dans ma casse n'est pas de la ferraille. Vous savez, à l'intérieur du hangar, il y avait plusieurs motos couvertes de bâches. Étienne s'approcha de l'une d'elles et retira la couverture. Mon souffle se coupa, même dans son état actuel, avec une peinture écaillée, de la rouille sur les pièces chromées et un siège déchiré. La moto était magnifique, des lignes élégantes, une silhouette classique et un réservoir de carburant distinctif, avec l'emblème Triomphe. Ah, mon Dieu, murmurai-je.
Marcel siffla et s'accroupit pour examiner le moteur, une Triumph Bonneville T120 de 1968, confirma-t-il. Elle est en piteux état, mais c'est définitivement la vraie. Ah, combien? Demanda-je à Étienne sans détour. Il se gratta la barbe. Elle n'est pas à vendre. Ah, tout est à vendre, objectai-je. Donnez votre prix. Vous ne comprenez pas, secoua-t-il la tête. C'est un objet de collection. Je comptais la restaurer. Quand? Demandai-je, sceptique, regardant la couche de poussière sur la moto, à en juger par son apparence. Elle est là depuis des années. Étienne fronça les sourcils, mais ne discuta pas. Oh, 1000 €, dit-il enfin, et c'est seulement parce que vous êtes une amie de Marcel. Mon estomac se serra. 1000 €. C'était beaucoup d'argent pour moi. Mais en regardant la moto, je réalisais que c'était un bon prix pour un objet aussi rare. 800. Offris-je? 950. Contra Étienne, pas un centime de moins. Nous nous mîmes d'accord sur 925 €. Cela signifiait que je devrais retirer presque toutes mes économies, mises de côté pour un jour de pluie, mais en regardant la moto, je sentis que cela en valait la peine. Quand pouvez-vous la récupérer? Demanda Étienne. Me serrant la main pour sceller l'accord, je jetai un coup d'œil à Marcel. Aujourd'hui, répondit-il, pour moi. Je ramènerai la remorque après le déjeuner. Sur le chemin du retour vers l'Orient, je ressentis une étrange excitation que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Le plan commençait à prendre forme. J'avais une moto, ou ce qu'il en restait, et 2 semaines et demie jusqu'au mariage d'Hugo. Marcel, dis-je à mon ami, alors que nous nous arrêtions devant ma maison, vas-tu m'aider à la réparer? Il me lança un regard rapide. Es-tu sérieuse? Colette, cette moto est en mauvais état. Ça prendra des semaines de travail et beaucoup d'argent pour les pièces. J'ai 2 semaines et demie, calculai-je rapidement dans ma tête. Combien d'économies il me restait après l'achat de la moto? Et environ 300 € pour les pièces. Marcel secoua la tête. Ce n'est pas assez, et tu le sais. Nous trouverons une solution, dis-je obstinément. Nous pouvons utiliser des pièces d'autres motos, économiser quelque part. L'essentiel est qu'elle ait l'air décente et qu'elle démarre. Colette, ce n'est pas réparer une fenêtre, soupira Marcel. Ça, c'est une restauration majeure. Je ne suis pas sûr que nous puissions le faire dans un délai aussi court et avec un tel budget. Je me tournai vers lui, sentant la même obstination qui m'avait autrefois poussé à me battre pour la vie des patients aux urgences, même quand les autres avaient abandonné. Bouillir en moi. Marcel Dubois, vas-tu m'aider ou non? Il me regarda longuement, puis soupira lourdement. Sacré nom. Colette, bien sûr que je vais aider. Quand ai-je jamais refusé? J'ai souri, me sentant soulagé. Merci, vieil homme. Ne me remercie pas encore. Vieille sorcière, grommela-t-il. Mais je pouvais voir le sourire au coin de ses yeux. Nous avons beaucoup de travail à faire. Satch. Quand je rentrai chez moi, je m'assis immédiatement devant le vieil ordinateur que René avait acheté peu avant sa mort. Je n'étais pas très doué en technologie, mais j'avais appris à utiliser un moteur de recherche et les courriels. Je passai les 2 heures suivantes à rechercher tout ce que je pouvais trouver sur la Bonneville T120 de 1968. Spécifications techniques, particularités de la restauration. Problème potentiel, je fis une liste des pièces nécessaires et une estimation approximative des coûts. Le résultat était décevant, même avec les estimations les plus modestes. Nous avions besoin d'au moins 700 à 800 €, juste pour les pièces de base, sans parler de la peinture, du chrome et d'autres détails esthétiques. Je fermai mon ordinateur portable et fixai la fenêtre. Une légère pluie tombait dehors, reflétant mon humeur. Peut-être l'idée était-elle vraiment trop ambitieuse pour mes capacités. Mon regard tomba sur une vieille photo au mur. Moi, René, et le petit Hugo,
lors d'un voyage de pêche. Le garçon avait environ 8 ans, tenant fièrement sa première prise, une petite perche. Son visage rayonnait de bonheur. Je me souvenais comment Hugo m'avait appelé, après avoir été accepté à l'académie de secours. Comme il était nerveux, avant son premier quart. Comment il m'avait raconté sa première opération de sauvetage. J'avais toujours été plus qu'une simple grand-mère pour lui. J'étais son amie et son allié. Et maintenant, une querelle familiale me privait de l'opportunité d'être là pour lui. Lors d'un des jours les plus importants de sa vie, non. Je ne pouvais pas abandonner comme ça. Il devait y avoir un moyen de résoudre le problème financier. J'ouvris mon placard et sortis une vieille boîte en fer où je gardais quelques objets de valeur. Parmi eux se trouvait un collier de perles que René m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage. Je le portais rarement. Je n'aimais pas particulièrement les bijoux et j'avais à peine l'occasion de sortir. Les perles étaient authentiques et valaient probablement beaucoup. Je savais que René avait économisé pendant presque 1 an pour les acheter. L'idée de les vendre me serrait le cœur, mais je savais que c'était la manière la plus réaliste d'obtenir l'argent dont j'avais besoin. Il aurait compris. Pensai-je, caressant les perles fraîches. René avait toujours valorisé la praticité sur la sentimentalité et il aimait son petit-fils autant que moi. C'était décidé. Demain, j'emmènerai le collier à un prêteur sur gage au centre-ville, mais d'abord, je devais préparer un endroit pour travailler sur la moto. Je descendis au garage, que j'utilisais principalement comme débarras. Depuis la mort de René, je commençais à dégager l'espace, déplaçant des cartons de vieilles choses, des outils et des pièces détachées que mon mari n'avait jamais jetées, croyant qu'ils serviraient un jour. On dirait que tu avais raison, vieux bougon, murmurai-je, en découvrant une boîte d'outils de travail du métal. Beaucoup étaient vieux, mais encore en bon état. Cela pourrait nous faire économiser de l'argent. Le soir, quand Marcel appela pour dire qu'il apporterait la moto demain matin, le garage était prêt. J'avais même trouvé de vieux plans et diagrammes de moto que René gardait dans sa collection de littérature technique en me couchant cette nuit-là. Je me sentais étrangement excitée, pour la première fois depuis longtemps. J'avais un objectif, un vrai défi. C'était presque comme les vieux jours à l'hôpital, quand un patient difficile arrivait et que tout le monde disait qu'il y avait peu de chance. Mais je me battais obstinément jusqu'au bout. Je savais que c'était une entreprise risquée. L'argent était limité, et le temps encore plus. Mes connaissances en mécanique se limitaient aux compétences de base, que René m'avait enseignées. Mais maintenant, j'avais Marcel, et nous avions tous les deux de l'obstination et de la détermination. Nous y arriverons, me promis-je, en m'endormant. Nous offrirons à Hugo son rêve. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités que je n'avais pas connu depuis des années. Marcel apporta la moto tôt le matin, et nous nous mîmes au travail immédiatement. D'abord, nous la démontâmes complètement pour évaluer l'état de chaque pièce. La situation s'est révélée à la fois meilleure et pire que ce que nous avions prévu. Le moteur est en meilleur état que je ne pensais, dit Marcel, examinant l'intérieur du moteur. Étienne l'a gardé dans un endroit sec, sinon la corrosion aurait été bien pire. Et la transmission? Demandai-je, essuyant mes mains sur un chiffon. Après quelques heures de travail, elles étaient déjà couvertes d'une couche d'huile de moteur et de rouille. Marcel secoua la tête. C'est là que ça va mal. Nous devrons remplacer l'embrayage et probablement la boîte de vitesse. Je hochai la tête, calculant mentalement les coûts. Le collier de perles que j'avais emmené au prêteur sur gage hier avait rapporté 650 €, moins que ce que j'avais espéré, mais une somme significative néanmoins, et nous nous débrouillerons, dis-je avec assurance. Que devons-nous commander en premier? Marcel fit une liste des pièces les plus essentielles, et je passai immédiatement une commande en ligne, sur un site spécialisé qu'il avait recommandé. En attendant la livraison, nous nettoyâmes et préparâmes le cadre et les autres pièces survivantes. Tu sais, Colette, dit Marcel,
lorsque nous prîmes une pause pour le déjeuner, le deuxième jour de travail. Je ne t'ai pas vue aussi vivante depuis longtemps. Je pris une gorgée de thé froid de ma thermos. Je suppose que j'avais besoin d'un vrai projet après ma retraite et la mort de René. Je me suis comme figée. Je comprends, hocha-t-il. Quand j'ai fermé l'atelier, j'ai ressenti la même chose. Les gens ont besoin d'un but. Je regardais la moto partiellement démontée, au milieu du garage. Mon but est de voir le visage d'Hugo quand il recevra cette moto, et le visage de ses parents, demanda Marcel avec malice. Surtout celui de ta belle-fille? Je parie qu'elle ne sera pas ravie. Je haussai les épaules, essayant de paraître indifférente. Ce sera un bonus agréable. Nous rîmes, tous les deux, et à ce moment-là, je réalisai que je n'avais pas ri aussi sincèrement. Depuis très longtemps, le travail sur la moto progressait avec des succès variables. Certaines pièces arrivèrent plus tôt que prévu, d'autres furent retardées. Marcel venait tous les jours, généralement le matin, et nous travaillions tard dans la soirée. J'appris à distinguer différents types de clés à molette d'un coup d'œil, maîtriser les bases du sablage du métal, et aider même à régler le carburateur. Tu pourrais être mécanicienne, remarqua Marcel un jour, quand j'avais démonté et nettoyé la pompe à carburant toute seule. Dans une autre vie, peut-être, répondis-je. Bien que, en médecine, il faut aussi s'occuper de mécanismes, seulement ils sont biologiques, tout en travaillant sur la moto. J'essayais d'en apprendre plus sur le mariage d'Hugo. Alain n'appela pas, comme promis. Ce qui ne me surprit pas, mon fils évitait toujours les conflits et les conversations difficiles. Hugo lui-même ne se manifesta pas non plus, ce qui était plus inhabituel. Il m'appelait généralement au moins une fois par semaine. Apparemment, on lui avait parlé de la décision de ne pas m'inviter, et maintenant, il se sentait mal à l'aise. Je décidai de me tourner vers Simone Lefebvre, une vieille amie dont la fille était fleuriste, et faisait souvent des arrangements pour les mariages à Lorient. Simone, sais-tu qui s'occupe des fleurs pour le mariage de mon petit-fils? Demandai-je nonchalamment. Lorsque nous nous croisâmes au marché, Simone sembla embarrassée. En fait, Colette. Valérie a eu le contrat. Elle ne voulait pas m'en parler, parce qu'elle savait que toi et moi étions amis, et elle se sentait gênée. Ce n'est pas grave, l'assurai-je. Je suis contente pour Valérie, je suis sûre que c'est un bon travail. C'est assez important, confirma Simone. Valérie a dit que la famille de la mariée ne lésine pas sur les dépenses. Je hochai la tête. Notant mentalement l'information, la famille d'Héloïse cherchait clairement à impressionner. Vas-tu au mariage? Demanda Simone prudemment. Je marquai une pause, décidant comment répondre. Je ne voulais pas avoir l'air d'une grand-mère pathétique, rejetée. J'ai d'autres plans pour ce jour-là, dis-je enfin, mais j'enverrai un cadeau. Bien sûr. Simone sentit clairement que je ne lui disais pas tout. Mais, heureusement, elle n'insista pas. Le jeudi, environ 10 jours après le début de notre projet, je me rendis à la pharmacie du centre-ville. Marcel et moi avions besoin d'une colle spéciale pour fixer les nouvelles housses de siège. Et Pierre Martin, une autre vieille connaissance, avait promis de me la procurer. J'étais au comptoir, attendant que Pierre trouve ma commande, lorsque j'entendis une voix familière et quelque chose pour les maux de tête. S'il vous plaît, toute cette planification de mariage me rend folle. Je me tournai, et la vis, Héloïse Lambert, la fiancée de mon petit-fils. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois lors de dîners familiaux, et chaque fois, la conversation avait été gênante. C'était une fille gentille, mais, à mon avis, un peu superficielle, toujours parfaitement habillée, avec un maquillage impeccable et des ongles manucurés. À 24 ans, elle travaillait déjà comme pharmacienne, dans une chaîne de pharmacie prestigieuse, dans une ville voisine. D'après ce que je savais, ses parents étaient riches. Son père possédait une chaîne de magasins de fournitures de construction et sa mère était agente immobilière. Héloïse ne me remarqua pas, complètement absorbée par une conversation avec le pharmacien sur ses maux de tête. Et son stress,
J'aurais pu partir discrètement, mais quelque chose me fit rester, peut-être de la curiosité, ou peut-être un désir de mieux comprendre la situation. Ah, Héloïse, l'appelai-je, alors qu'elle s'éloignait du comptoir, avec un sac de médicaments. Elle se tourna, son visage reflétant toute une gamme d'émotions. Surprise, embarras, maladresse. Madame Bisset, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Lorient est une petite ville. Saurige. Comment vas-tu? Comment avancent les préparatifs du mariage? Héloïse lissa nerveusement ses cheveux. Oh, tout va bien. Beaucoup à faire, bien sûr, mais tout est sous contrôle. Je hocha la tête. Je peux imaginer, les mariages sont toujours mouvementés. Il y eut une pause gênante. Il était évident qu'Héloïse ne savait pas comment agir. Elle savait probablement pour la décision de ne pas m'inviter, et maintenant, elle se sentait coupable. « Comment va Hugo ?» se demanda Yeux, décidant de ne pas la presser. « Je ne l'ai pas vu depuis un moment. » Héloïse se détendit un peu. « Il va bien, il travaille dur. Vous savez, c'est une période chargée pour le service de secours, les feux de forêt. Et tout ça. Ah, oui, il a toujours été un bourreau de travail. Acquiesçai-je. Il tient ça de son père. » À la mention de René, les yeux d'Héloïse s'adoucirent légèrement. Hugo parle beaucoup de lui. J'aurais aimé avoir la chance de le rencontrer. Cela me surprit. Je ne savais pas que Hugo mentionnait souvent son grand-père. Dans ses conversations avec sa fiancée, peut-être y avait-il un lien plus profond entre eux que je ne l'avais réalisé. René aurait approuvé son choix, dis-je sincèrement. Il disait toujours que les qualités les plus importantes chez une femme étaient l'intelligence et un cœur généreux. Héloïse rougit légèrement. Ça, merci. Madame Bisset, ça compte beaucoup. Je décidai de tenter ma chance. Passe mes salutations à Hugo. Dis-lui que je pense à lui, et souhaite-leur à tous les deux beaucoup de bonheur. Héloïse se mordit la lèvre. Je le ferai. Madame Bisset, à propos du mariage, je veux que vous sachiez... À ce moment, son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et soupira. Je suis désolée. C'est ma mère. Je dois prendre cet appel. Bien sûr. Oh, trahi-je. Je ne te retiens pas. Héloïse répondit à l'appel et quitta rapidement la pharmacie, me lançant un regard coupable. En partant, je restai au comptoir, réfléchissant à notre courte conversation. Voici votre colle, Colette. Pierre revint avec un petit tube. Désolé pour le retard. Merci. Pierre, dis-je, prenant mon portefeuille. Connais-tu la famille Lambert? Les parents d'Héloïse. Pierre regarda autour de lui, comme pour vérifier que personne n'écoutait, puis baissa la voix. Bien sûr que oui. Il est difficile de ne pas connaître les Lambert dans notre quartier. Ce sont le genre de personnes qui aiment que tout soit fait dans les règles. Surtout Isabelle, la mère d'Héloïse. Je me souviens comment elle a fait tout un scandale à la bibliothèque municipale, parce que le livre de sa fille a été rendu avec un jour de retard. Vraiment. Haussaiger en sourcil. Oh, oui, hocha Pierre. Ils se soucient beaucoup de leur statut. Disons que, quand Jacques Lambert a ouvert son premier magasin, il vivait très modestement. Maintenant, ils ont un manoir à l'extérieur de la ville et Isabelle agit comme si elle avait toujours fait partie de la haute société. Cela expliquait beaucoup. Si les parents d'Héloïse étaient si préoccupés par le statut social, alors une grand-mère infirmière franche et directe ne correspondait pas vraiment à leur idée d'un mariage parfait. Et je vois, dis-je, paillant pour la colle. Merci pour les informations. Pierre. De rien, Colette, sourit-il. Et bonne chance avec votre projet. Au machi, je rentrais chez moi, où Marcel m'attendait, prêt à continuer à travailler sur la moto. Il remarqua immédiatement mon humeur pensive. Ça, quelque chose s'est passé. Je lui racontai ma rencontre avec Héloïse à la pharmacie. Tu sais, Marcel, je commence à penser que ce n'est pas tant à propos de l'incident de Noël ou de ma relation tendue avec Nathalie.
On dirait que la principale pression vient des parents d'Héloïse. Ils ne veulent pas qu'une vieille infirmière grossière ruine leur mariage parfait. « Ça change tes plans », demanda Marcel, ouvrant une boîte de solvant. Je souris. Pas du tout. Au contraire, maintenant je veux encore plus finir cette moto et voir l'expression sur le visage des Lambert quand leur futur gendre recevra une Triumph vintage de cette même grand-mère non invitée. Marcel sourit. C'est ma Colette, toujours prête à se battre. Nous retournâmes au travail avec un enthousiasme renouvelé. À ce stade, le moteur avait été presque complètement restauré, la transmission remplacée et le cadre nettoyé de la rouille et préparé pour la peinture. Il restait encore beaucoup de travail. Le système électrique, les freins, la peinture, l'assemblage. Mais les progrès étaient évidents. Ce soir-là, après le départ de Marcel, je m'assis dans le salon, feuilletant de vieux albums photos. Je trouvai une image d'Hugo, à environ 17 ans, debout à côté de René dans notre garage. Ils souriaient, tous les deux, sailors, et heureux. Ils venaient de terminer la réparation de la vieille Peugeot de mon mari. Je me souvenais comment Hugo était venu me voir. Après la mort de René, il avait passé toute une semaine avec moi, m'aidant à trier les affaires de mon mari, réparant le toit qui fuyait et taillant le jardin envahi. Toutes les choses que son grand-père faisait autrefois. « Mamie, je serai toujours là pour toi », avait-il dit alors. « Appelle-moi juste ». Et il venait vraiment toujours. Quand je l'appelais, il aidait avec les tâches ménagères ou passait juste pour discuter ou boire une tasse de thé jusqu'à l'année dernière, quand sa relation avec Héloïse devint sérieuse et ses visites devinrent moins fréquentes. Je ne lui en voulais pas. La jeunesse a ses priorités. Mais maintenant, en repensant à notre conversation avec Héloïse, je commençais à réaliser que, peut-être, la raison n'était pas qu'Hugo m'avait oublié ou cessé de se soucier de moi. Probablement, il était simplement coincé entre deux mondes, le monde de sa fiancée, avec ses parents ambitieux, et le monde de sa famille, avec son histoire et ses traditions. Combien de fois m'étais-je retrouvé dans une situation similaire, plus jeune, essayant de plaire à tout le monde. On finit par ne plaire à personne. Je me demandais si Hugo savait pour la décision de ne pas m'inviter, l'avait-il approuvé, ou peut-être avait-il essayé de s'y opposer, mais avait été persuadé par des voix plus insistantes. Je soupirais en fermant l'album. Quelles que soient les réponses à ces questions, mon plan restait inchangé. Je donnerais à Hugo la moto de ses rêves, et peut-être ce geste serait le pont qui l'aiderait à trouver un équilibre entre son passé et son avenir. Marcel et moi travaillâmes particulièrement dur les jours suivants. La moto commençait à prendre forme. On pouvait déjà voir la silhouette classique d'une Triumph Bonneville. Nous choisîmes une couleur bleu profond avec des accents argentés. Pour la peinture, pas exactement le schéma de couleurs original pour ce modèle, mais selon Marcel. Sacrément impressionnant. Plus que 5 jours jusqu'au mariage, remarqua Marcel, alors que nous finissions vendredi soir. Ah, y arriverons. Nous? Il le faut, dis-je fermement, même si nous devons travailler jour et nuit. Il hocha la tête. Nous ferons la peinture demain, puis nous la laisserons sécher un jour ou deux. Et il ne restera que l'assemblage final. Et le réglage. Ça semble un bon plan? Acquiesçai-je? Quand Marcel partit, je restai un moment dans le garage, admirant notre travail. La moto ne ressemblait plus à un tas de ferraille. C'était presque une moto classique finie. Ne nécessitant que les touches finales, je passai ma main sur le réservoir. Imaginant à quoi elle ressemblerait après la peinture, je pouvais déjà voir le visage d'Hugo quand il verrait cette moto, son rêve devenu réalité. Nous sommes presque prêts. René, dis-je doucement, au garage vide. J'aimerais que tu sois là. Tu aurais adoré. Chance. Cette nuit-là, je restai éveillé longtemps, pensant au mariage à venir, à Hugo, à Héloïse et à sa famille. Je me souvenais de notre brève rencontre à la pharmacie et comment elle avait voulu me dire quelque chose à propos du mariage, avant que son téléphone ne sonne.
Peut-être voulait-elle s'excuser ou expliquer la situation. Ou peut-être était-ce juste une expression formelle de regret, qui ne signifiait rien. Je me retournai de l'autre côté, essayant de trouver une position confortable. Quelles que soient ses intentions, cela n'avait plus d'importance. Mon plan était en marche, et bientôt, tout le monde verrait le résultat. Avec cette pensée, je m'endormis enfin, et je rêvais de René, assis sur sa moto bleu brillant, me souriant avec son sourire familier, légèrement tordu. Le lendemain matin, Marcel et moi commençâmes le processus de peinture. Il insista pour le faire dans son vieux garage, où il y avait une meilleure ventilation et moins de poussière. La peinture, c'est un art, Colette, dit-il sérieusement. Une speck de poussière. Et c'est fichu. Je ne discutais pas. Pendant notre temps de travail ensemble, j'avais appris à faire confiance à son expérience. En matière de moto, nous chargeâmes soigneusement les pièces préparées dans son pick-up et nous rendîmes à son garage. À la périphérie de la ville, là, Marcel se transforme en véritable artiste, appliquant méthodiquement couche après couche, pour obtenir une finition parfaite. Je l'aidai, comme je pouvais, lui passant les outils, tenant les pièces et surveillant la température dans la pièce. En soirée, la plupart du travail était terminé, et les pièces de la moto, maintenant peintes en bleu profond, étaient disposées sur des tables et des étagères pour sécher. Ça a l'air incroyable, dis-je, admirant le résultat. Bien sûr, répondit Marcel fièrement. Quand nous aurons fini, cette triomphe aura l'air mieux que neuve. Nous convînmes de nous retrouver dans 2 jours, pour l'assemblage final. Quand la peinture serait complètement sèche, cela nous laissait 2 jours avant le mariage. C'était juste, mais faisable. Sur le chemin du retour, je m'arrêtai au marché pour des courses et tombai inopinément sur Simone. Elle sembla embarrassée lorsqu'elle me vit. « Colette, j'allais t'appeler. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. Remarquant son comportement inhabituel, Simone regarda autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un l'écoute. « N'as-tu pas entendu ? Le mariage d'Hugo et Héloïse a été reporté. C'est maintenant dans 3 jours. » Mon cœur fit un bond. « Quoi ? Pourquoi ? » « Quelque chose à voir avec le travail d'Hugo. » Haussa Simone les épaules. Valérie est en panique. Elle a dû changer tous les arrangements floraux et le restaurant n'est pas content non plus. 3 jours. Cela signifiait que nous n'avions que 2 jours pour finir la moto, une tâche presque impossible, étant donné que la peinture avait besoin de temps pour sécher complètement. « Merci de m'avoir prévenu, Simone, » dis-je, essayant de sembler calme et de ne pas trahir mon anxiété. Je dois y aller. Dès que je montais en voiture, je composais le numéro de Marcel. « Nous avons un problème, » dis-je, dès qu'il répondit. Le mariage a été avancé. C'est dans 3 jours. Il y eut une pause. Sacré nom, exhala enfin Marcel. Ça complique les choses. Pouvons-nous y arriver ? Demandai-je franchement. Marcel soupira. Je ne sais pas, Colette. La peinture a besoin d'au moins 48 heures à notre température. Ensuite, il y a l'assemblage, le réglage. Mais c'est possible, insistai-je. Marcel soupira. Théoriquement, oui. Pratiquement, nous devrons travailler sans arrêt et prier pour que rien ne tourne mal. Alors, c'est ce que nous ferons, dis-je avec décision. Je viendrai demain matin et nous commencerons l'assemblage. Dès que possible. D'accord, acquiesça-t-il. Apporte du café. Beaucoup de café. Je raccrochai et serrai le volant fermement. Le changement de date du mariage était un obstacle inattendu, mais je n'allais pas abandonner, pas après tout ce que nous avions déjà fait. En passant devant les jardins de la mer, je remarquai une agitation, évidemment. Le personnel du restaurant réorganisait aussi ses plans pour la nouvelle date. La Renault, argentée familière de Nathalie, était dans le parking. Je ralentis, me demandant si je devais m'arrêter et demander à ma belle-fille ce qui se passait.
mais je rejetai rapidement l'idée. Nathalie était la dernière personne avec qui je voulais discuter du mariage, surtout maintenant. À la place, je rentrai chez moi, passant mentalement en revue tout ce que nous devions encore faire avec la moto, et calculant comment tout intégrer dans un délai aussi court. Nous y arriverons, me dis-je, en me garant devant ma maison. Il le faut. Le lendemain matin commença à 4 heures pour moi. Je ne pouvais pas dormir, sachant le peu de temps qu'il nous restait. Je fis un café fort, préparai des sandwichs pour la journée, et à 5h30, j'étais à la porte du garage de Marcel. Il n'ouvrit pas tout de suite, ensommeillé et ébouriffé. Mon Dieu, Colette, es-tu folle? Le soleil n'est même pas levé. Nous n'avons pas beaucoup de temps, dis-je, lui tendant la thermos de café. Bois et réveille-toi. Nous devons vérifier à quel point la peinture est sèche. Marcel prit la thermos, botte une gorgée et grimaça, fort comme du goudron. Mais ça marche. Entre eux, le garage était faiblement éclairé, avec une lumière pâle filtrant par les petites fenêtres près du plafond. Marcel alluma les lumières, et je vis notre moto, ou plutôt ses pièces démontées, encore disposées pour sécher. Vérifions, dit Marcel, touchant prudemment le réservoir. La surface n'est plus collante, mais la peinture n'est pas encore complètement sèche. Idéalement, il faut encore au moins 12 heures. Nous n'avons pas 12 heures, objectai-je. Mais le mariage est après-demain. Nous devons assembler la moto aujourd'hui et nous assurer qu'elle fonctionne et la livrer demain. Marcel se gratta l'arrière de la tête. Nous pourrions risquer de commencer l'assemblage ce soir. Si nous sommes très prudents, nous ne devrions pas endommager la peinture, mais précipiter quelque chose comme ça. Je sais, l'interrompis-je. Mais nous n'avons pas le choix. Nous décidâmes de passer la journée à préparer toutes les autres pièces et ensuite, le soir, quand la peinture aura un peu plus séché, nous commencerions l'assemblage final. Marcel travailla sur le système électrique, les fils, les phares et les signaux. Je polis les pièces chromées qui n'avaient pas besoin d'être peintes. Nous travaillions tous les deux en silence, sachant que le succès de tout le projet dépendait de notre concentration. À midi, Marcel avait fini le travail électrique et commença sur le système de freinage. Je terminai le polissage et commençai à l'aider. Tu sais, Colette, dit-il, en serrant les boulons du cylindre de frein, je ne t'ai jamais demandé pourquoi tu n'avais pas été invité au mariage de ton petit-fils. Que s'est-il passé à Noël? Je soupirai, me souvenant de cette soirée. Rien de bien méchant, vraiment. Nous étions tous chez Alain et Nathalie. Héloïse avait amené ses parents. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'Isabelle Lambert commence à parler de comment ils avaient envoyé Héloïse dans une école privée, puis dans une université prestigieuse, et combien l'éducation adéquate était importante pour réussir dans la vie. Marcel ricana. Je peux imaginer à quel point tu as aimé ça. J'aurais gardé le silence? Vraiment? Mais ensuite, elle a regardé Hugo et a dit quelque chose comme « Bien sûr, tout le monde ne choisit pas la voie académique. Certains sont mieux adaptés au travail pratique. » Et elle lui a tapoté la main avec condescendance. Et Hugo? Il a souri et n'a rien dit, répondis-je. Même il essaie généralement d'éviter les conflits, comme Alain, comme René, mais pas comme moi, acquiesçai-je. J'ai dit qu'un travail pratique, comme elle l'appelait, sauvait des vies, alors que beaucoup, avec la bonne éducation, ne faisaient que pousser des papiers et que Hugo avait choisi une profession noble dont il fallait être fier, pas s'excuser. Et ensuite, il y eut un silence. Puis, Isabelle a dit qu'elle respectait certainement toutes les professions, mais que l'éducation ouvrait des portes à une vie meilleure. J'ai répondu que meilleure vie était un concept relatif, et que pour certaines personnes, ce n'était pas une question de taille de leur compte bancaire, mais du sens de ce qu'ils faisaient. Marcel secoua la tête. C'est tout, ça ne ressemble pas à un scandale qui t'empêcherait d'être invité à un mariage. C'était juste le début, admis-je.
Ensuite, Nathalie a essayé de changer de sujet et a parlé de sa nouvelle bague en diamant qu'Alain lui avait offerte pour leur anniversaire. Jacques Lambert, le père d'Héloïse, a remarqué que c'était une jolie petite bague. Je n'ai pas pu résister et j'ai dit que certains hommes offraient des diamants pour compenser autre chose qui leur manquait. Marcel rit. Colette Bisset, tu n'as pas fait ça. Si. Ne pus-je m'empêcher de sourire? Nathalie a presque étouffé avec sa dinde. Isabelle a pâli. Jacques a rougi. Et Héloïse, elle s'est levée et a quitté la pièce. Et Hugo. Mon sourire s'effaça. Il m'a regardé, comme si je l'avais trahi. Puis, il a suivi Héloïse. Ils sont revenus une demi-heure plus tard. Mais la soirée était irrémédiablement gâchée. La famille Lambert est partie peu après. Je ne les ai pas revus depuis, jusqu'à ce que je croise Héloïse à la pharmacie. Marcel secoua la tête. Tu sais vraiment organiser une fête? Je te l'accorde. J'avais tort, à demi-je. Je n'aurais pas dû gâcher la soirée avec mes piques. C'est juste que le snobisme, cette arrogance, ça m'a toujours dérangé, parce que tu as tout accompli par toi-même, remarqua Marcel. Sans école privée, ni parents riches. Je hochai la tête. Probablement, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû me taire, surtout pour Hugo. Et c'est pourquoi tu te donnes tant de mal avec cette moto, pour te rattraper. J'ai réfléchi un moment. Pas seulement. Je veux que Hugo sache que, quoi qu'il arrive, je suis toujours de son côté, et je veux que tout le monde le sache aussi. Marcel sourit. Alors, rendons cette moto parfaite. Nous retournâmes au travail avec une énergie renouvelée. Le soir, alors que le soleil commençait à se coucher, Marcel annonça qu'il était temps de commencer l'assemblage final. La peinture n'est pas encore parfaite, prévint-il. Mais si nous sommes prudents, tout devrait aller. L'assemblage était la partie la plus difficile de tout le processus. Chaque détail devait être à sa place. Chaque boulon devait être serré avec la bonne force. La moindre erreur pourrait faire que la moto ne démarre pas. Au pire, démarre, mais ne soit pas sûr à conduire. Nous travaillions lentement et méthodiquement. Je lui passais les pièces et Marcel les installait, consultant périodiquement les diagrammes techniques que nous avions imprimés au début du projet. « Passe-moi la clé à douille de 14 mm, demanda Marcel. En installant le système d'échappement, je lui tendis l'outil, sentant mon dos douloureux d'être resté dans une position inconfortable si longtemps. Peut-être devrions-nous faire une pause. Suggérai-je. Il est presque 22 heures. Marcel secoua la tête. Pas le temps. Colette, si nous arrêtons maintenant, nous devrons tout recommencer demain. Finissons d'abord à un certain point. Il avait raison, bien sûr. Nous continuâmes à travailler. Et à minuit, la structure de base de la moto était assemblée. Elle semblait presque terminée. Une beauté bleu brillant, avec des accents chromés, une vraie Triomphe Bonneville à son apogée. « C'est assez pour aujourd'hui, » dit enfin Marcel, essuyant ses mains avec un chiffon. « Demain, nous installerons les dernières pièces et verrons si elles démarrent. » Je hochai la tête, sentant une vague de fatigue m'envahir. Merci, Marcel. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Ne me remercie pas encore. » Sourit-il. Nous n'avons pas fini. Le lendemain matin, j'étais de retour dans son garage tôt, bien que pas aussitôt que la veille. Marcel était déjà au travail, installant le siège et le guidon. Bonjour, me salua-t-il. Bien dormi. Pas très bien, admis-je. Je n'arrêtais pas de penser à la moto. Et à demain. Marcel hocha la tête. Je comprends, mais finissons le travail d'abord. À midi, la moto était complètement assemblée. Elle se tenait au milieu du garage, scintillant sous la lumière du soleil, qui filtrait par les fenêtres une véritable œuvre d'art, prête pour le moment de vérité, demanda Marcel, me tendant la clé. Je pris une profonde inspiration. Faisons-le. Marcel expliqua comment démarrer la moto, les spécificités des modèles plus anciens, la position de l'accélérateur,
les particularités du Kickstarter. J'écoutais attentivement, mémorisant chaque détail, pour pouvoir tout répéter seul, si nécessaire. Enfin, je m'assis sur la moto, sentant le siège en cuir s'affaisser sous mon poids, je mis le contact, réglai l'accélérateur, comme Marcel me l'avait montré, et appuyai sur le Kickstarter de toutes mes forces. Rien ne se passa. Encore, plus fort, m'encouragea Marcel. J'essayai encore et encore. À la 5e ou 6e tentative, le moteur rugit, enfin, emplissant l'air matinal de son grondement caractéristique. Oui, s'exclama Marcel, levant les bras en l'air. Ah, ça marche. J'ai resté assise là, sentant la moto vibrer sous moi, écoutant le grondement régulier du moteur. C'était un succès. Nous avions réellement restauré une Triumph Bonneville Vintage en moins de 3 semaines, avec un budget limité et une expérience minimale. Nous l'avons fait, fis-je écho à mes pensées à voix haute. Nous l'avons vraiment fait. Pas seulement fait, dit Marcel fièrement. Nous avons construit une sacrément belle moto. Hugo va être fou de joie. Je coupai le moteur et descendis de la moto. Des larmes montèrent à mes yeux, de fatigue, de soulagement, de fierté pour notre travail. Ah, merci, Marcel, vraiment, merci. Il balaye à l'air de la main. Ce n'est rien. Je ne me suis pas autant amusé depuis longtemps, et il marqua une pause. Je pense que René aurait été fier. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Oui, René aurait été fier. Il avait toujours aimé créer des choses de ses mains, et il aimait son petit-fils. Ce projet combinait les deux. Alors, quel est le plan pour demain? Demanda Marcel, brisant le moment émotionnel dont je lui étais reconnaissante. J'ai appris que la cérémonie est prévue pour 14 heures, dis-je. Les jeunes mariés passent la nuit avant le mariage à l'Auberge des Vagues, un petit hôtel près des jardins de la mer. Je pense emmener la moto là-bas le matin, avant que toute l'agitation ne commence. Bon plan. Oka Marcel. Je t'aiderai à la charger sur la remorque et à l'emmener là-bas. Merci. Mais à partir de maintenant, je veux le faire moi-même, dis-je fermement. Ça doit être mon geste, mon cadeau. Marcel sourit avec compréhension. Comme tu veux, Colette. Mais si tu as besoin de moi, appelle-moi. Nous passâmes le reste de la journée à faire les dernières préparations, régler le carburateur pour une conduite plus fluide, polir toutes les pièces chromées jusqu'à ce qu'elles brillent, et vérifier la pression des pneus. J'écrivis une courte note pour Hugo, que je prévoyais d'attacher à la moto. Cher Hugo, je me souviens de ton rêve, qu'il soit toujours avec toi, comme mon amour. Mamie Colette, simple et sincère, sans mots inutiles, ni explications. Alors que le soleil commençait à se coucher, nous finîmes nos dernières préparations. La moto était prête, impeccable, scintillante, comme si elle venait de sortir de la chaîne de montage en 1968. C'est parfait, dis-je, admirant notre travail. Je suis d'accord. Oka Marcel, la meilleure restauration que j'ai jamais faite, et crois-moi, j'en ai vu beaucoup. Nous chargeâmes la moto sur la remorque de Marcel, l'attachâmes avec des sangles de sécurité, et la couvrîmes d'une bâche. Je la récupérerai demain à 7 heures et l'emmènerai à l'Auberge des Vagues, dis-je. J'espère être là avant qu'Hugo et Héloïse ne se lèvent. Appelle-moi quand tu y seras, demanda Marcel. J'attendrai des nouvelles. Je l'enlaçai, ressentant une gratitude difficile à exprimer en mots. Je n'oublierai pas d'appeler. Chayo. Quand je rentrai chez moi, je trouvai ma voisine, Marguerite Dupont, m'attendant sur la véranda. Marguerite était une représentante typique de la catégorie des voisines curieuses, toujours au courant des derniers potins, toujours prête à partager des nouvelles. « Colette, je t'attends depuis 1 heure, s'exclama-t-elle dès que je sortis de la voiture. « Bonjour, Marguerite, souris-je, fatiguée. Quelque chose ne va pas. »« N'as-tu pas entendu » baissa-t-elle la voix dans un chuchotement dramatique. « Le mariage de demain.
C'est tout ce dont on parle. Je me raidis. Quoi à ce sujet? Nathalie est hystérique, rapporta Marguerite avec un plaisir évident. La fleuriste est malade, et personne ne peut la remplacer. Et Isabelle Lambert insiste pour que le mariage soit parfait. J'ai entendu qu'ils ont même pensé à reporter la cérémonie, mais tout le monde est déjà arrivé, et l'hôtel est réservé. Et Marguerite, l'interrompis-je. Ah, comment sais-tu tout ça? Elle sourit avec suffisance. Ma nièce travaille au jardin de la mer. Elle a tout vu de ses propres yeux. Je hochaille la tête, notant mentalement que demain, à l'auberge des vagues pourrait être plus agité que prévu. Merci pour l'information. Marguerite, je suis très fatiguée et j'aimerais me reposer. Bien sûr, applaudit-elle. Pense juste, un jour si important, et tant de problèmes. Heureusement que tu n'as pas à t'en occuper, puisque tu n'as pas été invité. Elle ajouta la dernière phrase avec une intonation spéciale, espérant clairement une réaction de ma part. Mais je haussai juste les épaules. Oui, j'ai de la chance. Bonne nuit. Marguerite, j'entrai dans la maison, laissant ma voisine un peu déçue par l'absence de drame. À l'intérieur, je m'affalai sur le canapé, sentant la fatigue des dernières semaines m'envahir. Tout était prêt pour demain, la moto était réparée, le plan de livraison était fait, il ne restait plus qu'à attendre. Et maintenant, sans tâche nécessitant une attention immédiate, les doutes et les peurs commencèrent à s'insinuer dans mon esprit. Et si Hugo n'était pas heureux de la moto, et si Héloïse ou ses parents voyaient cela comme une tentative de gâcher le mariage, et si Alain et Nathalie devenaient encore plus en colère, je me souvenais de l'expression d'Hugo à ce dîner de Noël, déception mêlée de blessure. Et si je voyais la même expression demain? Non, me dis-je fermement à moi-même. Hugo aime les motos, c'est son rêve. Il sera enthousiaste. Mais le ver du doute s'était déjà installé dans mon cœur, empoisonnant la joie d'un projet achevé. Je me levai et allai à la fenêtre, regardant le ciel étoilé. Quelque part là dehors, Hugo était peut-être aussi éveillé, pensant à demain, à son mariage, à l'avenir, à sa nouvelle famille. Et moi, je pensais au passé, au petit garçon qui pouvait passer des heures à regarder un livre sur les motos, à l'adolescent qui rêvait de liberté et de vitesse, au jeune homme qui choisit de devenir secouriste contre la volonté de ses parents. J'espérais que mon cadeau deviendrait un pont entre son passé et son avenir, un rappel que certains rêves valent la peine d'être conservés, même quand la vie change. Avec cette pensée, je finis par aller me coucher, sachant que demain serait un jour important, le jour où je découvrirais si tout ce projet était un acte d'amour ou juste une autre erreur de ma part, une autre instance de mon caractère et de mon obstination, créant des problèmes pour ceux que j'aime. Je me tournai et me retournai dans mon lit pendant longtemps, passant en revue différents scénarios pour demain. Dans ma tête, je voyais le visage d'Hugo, souriant, puis déçu. J'imaginais les réactions d'Héloïse, d'Lambert, d'Alain et de Nathalie. À un moment, je pensais même à abandonner tout cela, laisser la moto chez Marcel et la donner à mon petit-fils plus tard, dans des circonstances moins dramatiques. Mais quelque chose en moi, la même obstination qui causait parfois des problèmes, et parfois aidait à les résoudre, me dit que je devais aller jusqu'au bout, que c'était important, non seulement pour Hugo, mais pour moi aussi. À la fin, l'épuisement l'emporta, et je tombai dans un sommeil agité. Je rêvais de René, assis sur la Triomphe Bonneville, disant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. J'essayais de m'approcher pour l'entendre, mais il s'éloignait, et la moto devenait de plus en plus petite à l'horizon. Je me réveillai au son du réveil à 5h30 du matin, me sentant non reposée, mais déterminée. Aujourd'hui était le jour où tout le monde découvrirait que la vieille Colette Bisset n'était pas si facile à abandonner, et qu'elle n'était pas seulement capable de gâcher les fêtes avec sa langue acérée, mais aussi de créer de vrais miracles. De ses propres mains, je me préparai rapidement, bus une tasse de café fort, et quittai la maison. L'air matinal était frais, et le ciel commençait à s'éclaircir à l'est.
Temps parfait pour un mariage. Pensai-je, en montant en voiture. Quand je m'arrêtai devant le garage de Marcel, il m'attendait déjà, debout, près de la remorque, où notre chef-d'œuvre était caché sous une bâche. « Prête » demanda-t-il avec un sourire. Je pris une profonde inspiration et hochai la tête. « Prête » Marcel m'aida à accrocher la remorque à ma voiture, vérifia les attaches une dernière fois et me serra la main. « Bonne chance, Colette. Tu as fait quelque chose de spécial. Ne l'oublie pas, quoi qu'il arrive. » Merci, Marcel, pour toutes. Je montai derrière le volant et démarrai lentement, sentant le poids inhabituel de la remorque derrière moi. Le trajet jusqu'à l'auberge des Vagues prit environ 20 minutes. Pendant ce temps, je repassai le plan dans ma tête une dernière fois, me garer dans le parking de l'hôtel, décharger la moto, attacher la note, appeler la réception et leur demander de prévenir Hugo de la livraison simple et claire, sans drame ni scènes inutiles. Quand je m'arrêtai à l'auberge des Vagues, le soleil s'était levé, peignant le ciel en ton rose pâle. L'hôtel était un bâtiment de 2 étages, dans le style d'un cottage de campagne, entouré de pins. Il y avait plusieurs voitures dans le parking, mais c'était calme. Il semblait que la plupart des invités dormaient encore. Je choisis une place loin de l'entrée et me garai soigneusement. Maintenant venait la partie la plus difficile. Décharger la moto sans l'endommager, ni faire de bruit. J'ouvris la remorque, retirai la bâche et me figeai un instant, admirant notre travail, sous la lumière matinale. La Triomphe semblait encore plus impressionnante, bleu profond avec des accents argentés et des détails chromés qui scintillaient comme un miroir. Tu serais fier. René, pensai-je, en sortant la rampe pour descendre la moto. Avec quelques difficultés, mais prudemment, je fis rouler la lourde machine hors de la remorque. Le silence régnait dans l'air, seulement, brisé par le chant des oiseaux matinaux et le bruissement des feuilles. Je sortis la note de ma poche, l'attachai au guidon, et pris une profonde inspiration. Il ne restait plus qu'à appeler la réception et leur faire savoir qu'elle était arrivée. Je pris mon téléphone, trouvai le numéro de l'hôtel et étais sur le point d'appuyer sur le bouton d'appel quand j'entendis une voix derrière moi. « Ah, mamie !» Je me tournai et le vis. Hugo, mon petit-fils, debout à quelques pas de moi, en pantalon de survêtement et t-shirt, clairement sorti pour son jogging matinal. Ses yeux étaient écarquillés, son regard passant de moi à la moto et vice-versa. « Hugo » soufflai-je, sentant mon cœur battre plus vite. « Bonjour. Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, faisant un pas en avant. « Et qu'est-ce que c'est ?» Il se tut, alors que son regard se fixait sur la moto. Je vis les émotions défiler sur son visage. Surprise, reconnaissance, incrédulité. « Est-ce une Triomphe Bonneville ?» murmura-t-il, s'approchant. 1908. Hochaïge, ne faisant pas confiance à ma voix. Mais où? Comment? Il fit le tour de la moto, l'examinant sous tous les angles, comme s'il ne pouvait pas croire ses yeux. Mamie, c'est incroyable. Il y avait une telle admiration sincère dans sa voix que toutes mes peurs et mes doutes s'évanouirent instantanément. Je souris, sentant la tension des dernières semaines fondre. Joyeux jour de mariage. Hugo fixait la moto, incapable de cacher son admiration. Ses doigts glissaient doucement sur le guidon, les détails chromés, le réservoir impeccablement poli. Son visage s'illumina de ce sourire enfantin, dont je me souvenais si bien de son enfance. « Mamie, c'est incroyable, » dit-il, détachant enfin son regard de la moto. « Mais comment? Où l'as-tu trouvé? Des modèles comme celui-ci sont vraiment rares. » Je souris, sentant la chaleur de sa réaction se répandre en moi. « Je l'ai trouvé dans la casse d'Étienne. Marcel et moi l'avons restauré. »« Vous l'avez restauré ?» Hugo regarda de la moto à mes mains, comme s'il remarquait seulement maintenant les callosités et les éraflures de 3 semaines de travail intense. « Ah, mamie, je ne sais pas quoi dire.
Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, dis-je, m'approchant et lui tendant les clés. C'est ton cadeau de mariage. Je me souviens comment tu as toujours rêvé d'une comme celle-ci. Hugo prit les clés, mais au lieu de monter sur la moto tout de suite, comme je m'y attendais, il s'avança et me serra fort dans ses bras. Je sentis ses bras robustes de secouriste serrer mes épaules, et pendant un instant, je vis le petit garçon, qui courait vers moi, avec des genoux écorchés. « Oh, merci » murmura-t-il à mon oreille. « C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. » Nous restâmes là quelques secondes. Puis il s'écarta, et je vis des larmes dans ses yeux. Mon cœur se serra. Je ne m'attendais pas à une réaction aussi émotionnelle. « Veux-tu l'essayer » demanda Yeux, hoquant la tête vers la moto. « Si Marcel dit qu'elle est en parfait état. Nous l'avons vérifié hier. » Hugo hocha la tête rapidement, essuyant ses yeux du revers de la main. « Bien sûr, j'adorerais. » Il monta prudemment sur la moto, inséra la clé dans le contact et la tourna. Puis, suivant son intuition, ou peut-être se souvenant de quelque chose d'un livre qu'il avait lu, il régla correctement l'accélérateur et appuya sur le Kickstarter. La moto ne démarra pas tout de suite, comme avec Marcel, mais à la 3e tentative, le moteur rugit, emplissant l'air matinal de son grondement caractéristique. Le visage d'Hugo s'illumina d'une telle joie que cela me coupa le souffle. À ce moment-là, il ressemblait plus que jamais à René, les mêmes traits du visage, le même sourire sincère, le même amour des mécaniques. « C'est magnifique » cria Hugo par-dessus le bruit du moteur. « Tout simplement parfait !» Je souris, sentant que tous les efforts et les épreuves des dernières semaines en valaient la peine, valaient ce sourire sur le visage de mon petit-fils. Hugo coupa le moteur et descendit de la moto. Mamie, je ne sais pas comment te remercier. C'est le cadeau le plus attentionné, le meilleur de tous les temps. Je suis contente que tu l'aimes, répondis-je, simplement. Je voulais que tu aies quelque chose de spécial pour ce jour. Son expression changea, devenant plus sérieuse. Mamie, à propos du mariage, je suis tellement désolée que tu n'aies pas été invitée. J'ai essayé de parler à mes parents, mais je levai la main pour l'arrêter. C'est bon, Hugo, je comprends. Après ce dîner de Noël, ce n'est pas seulement ça. Se croit-il la tête? C'est tout compliqué. Les parents d'Héloïse sont très insistants. Quand il s'agit de planification, ils veulent que tout soit parfait, selon leurs standards. Et Nathalie, tu sais comment elle a écrit. Je haïs la tête. Je savais, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas gâcher ton jour de mariage, dis-je sincèrement. Je voulais juste t'offrir un cadeau. Hugo me regarda, visiblement en lutte avec lui-même. Puis il secoua la tête avec décision. Non, ça ne va pas. Tu dois être là. C'est mon jour et je veux que ma grand-mère soit là. Ah, Hugo, ne rends pas cela difficile, dis-je doucement. Je ne veux pas causer de problème entre toi et Héloïse, ou toi et tes parents. Et tu ne causes pas de problème, dit-il fermement. Ce sont eux. Écoute, je parlerai à Héloïse. Elle comprendra, j'en suis sûre. Et mes parents, eh bien, ils devront s'en accommoder. Je vis une détermination dans ses yeux que je n'avais pas remarquée auparavant. Peut-être y avait-il plus de moi en lui que je ne le pensais. Hugo, mon chéri, es-tu sûr? Aujourd'hui est ton jour, et je ne veux pas qu'il soit assombri par des désaccords familiaux. Mamie, tu as restauré la moto de mes rêves pour moi. Tu y as mis ton temps, ton énergie et tes économies. Si je ne trouve pas le courage d'insister pour que tu sois à mon mariage, alors je ne vaux rien en tant qu'homme. Sa voix était si convaincante que je n'argumentais pas. Je sentis une chaleur se répandre en moi, pas du triomphe, ni de l'autosatisfaction, mais simplement un amour pur, sans nuage, pour ce jeune homme en qui je voyais les meilleures qualités de notre famille. Allons-y. Hugo me prit par le bras. Héloïse devrait bientôt se réveiller. Je veux qu'elle voie la moto aussi. Et toi? Nous conduisîmes la moto jusqu'à l'entrée de l'hôtel, attirant l'attention des quelques invités matinaux.
Le portier siffla respectueusement. Lorsqu'il vit la Triomphe, quelle machine! Est-elle à vous, monsieur? Elle est à moi maintenant, répondit Hugo fièrement. Un cadeau de mariage de ma grand-mère. Le portier me regarda, et ses yeux se remplirent d'un nouveau respect. Et vous êtes une grand-mère formidable, madame. Je souris. J'essaie. Nous laissâmes la moto à l'entrée, sous l'œil vigilant du portier impressionné, et entrâmes dans l'hôtel. Le hall était calme, avec seulement un réceptionniste ensommeillé derrière le comptoir. Bonjour, Morel, salua-t-il Hugo. Jogging matinal. Oui, et un très bon, sourit Hugo. Dites-moi, ma fiancée est-elle réveillée? Je ne suis pas sûr. Monsieur, mais ses parents sont descendus il y a environ une demi-heure. Ils sont au restaurant, en train de prendre le petit déjeuner. Hugo hocha la tête et se tourna vers moi. Mamie, parlons d'abord aux parents d'Héloïse. Ce serait mieux si je leur expliquais la situation avant qu'ils ne te voient avec Héloïse. Je ressentis une légère appréhension. Rencontrer les Lambert ne faisait pas partie de mes plans, surtout après l'incident de Noël, mais je compris le raisonnement d'Hugo. Comme tu veux, acquiesçai-je. Tu sais mieux comment gérer les futurs beaux-parents. Nous nous dirigeâmes vers le restaurant de l'hôtel, une petite salle élégante, avec des fenêtres panoramiques donnant sur la mer. Jacques et Isabelle Lambert étaient assis à une table près de la fenêtre, étudiant le menu. Ils étaient exactement comme dans mon souvenir, soignés, habillés de manière coûteuse, avec des expressions qui disaient « Nous sommes meilleurs que vous ». Hugo serra ma main, pour me faire savoir que tout irait bien, et nous approchâmes de leur table. « Bonjour, dit Hugo. » Les Lambert levèrent les yeux et sourirent lorsqu'ils virent leur futur gendre, puis leurs yeux se posèrent sur moi et leurs sourires se figèrent. Madame Bisset, Isabelle Lambert ne pouvait clairement pas croire ses yeux. « Que faites-vous ici ?»« Ma grand-mère est venue m'apporter un cadeau de mariage, » répondit Hugo calmement, avant que je puisse ouvrir la bouche, et je l'ai invitée à rester pour la cérémonie. Un silence tendu s'installa. Jacques Lambert fronça les sourcils. Hugo, nous en avons discuté. Une décision a été prise. Personne n'a considéré mon opinion. Quand cette décision a été prise, interrompit Hugo fermement. Aujourd'hui est mon jour, et celui d'Héloïse, et je veux que ma grand-mère soit là. Je n'avais jamais vu mon petit-fils aussi déterminé. Il évitait généralement les conflits, comme son père et son grand-père, mais maintenant, il y avait de l'acier dans sa voix. Isabelle Lambert pinça les lèvres en une ligne fine. Hugo, mon cher, je comprends ce que tu ressens, mais nous avons déjà tout organisé. Les places sont fixées, le menu est convenu. Ajoutez une chaise, dit Hugo avec un sourire, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Je suis sûr que le chef peut gérer une portion supplémentaire. Les Lambert échangèrent un regard, clairement incertains de comment répondre à une fermeté aussi inattendue. Que dira Héloïse? Demanda finalement Isabelle. Et les parents d'Hugo? Ils étaient assez catégoriques à ce sujet. Je parlerai à Héloïse, répondit Hugo. Et à mes parents aussi. Mais d'abord, j'aimerais que vous voyiez le cadeau que ma grand-mère m'a offert. Je pense que ça changera votre opinion d'elle. Il leur fit signe de le suivre dehors. Les Lambert se levèrent à contre-cœur de la table et nous suivirent quand nous sortîmes de l'hôtel et qu'ils virent la moto. Leur réaction fut intéressante. Jacques Lambert se figea, examinant la Triomphe avec un œil expert. Est-ce une vraie bonne ville de 1968, dans cet état? Oui, répondit Hugo fièrement. Ma grand-mère l'a trouvée dans une casse et l'a restaurée avec son ami mécanicien. Restaurée? Isabelle me regarda, ses yeux remplis d'incrédulité. Vous? Je haussai les épaules. J'avais de bonnes mains et un excellent professeur. Mon mari m'a appris à ne pas avoir peur des outils. Jacques fit lentement le tour de la moto, l'examinant
sous tous les angles. Il était clair qu'il comprenait vraiment la mécanique. C'est impressionnant, dit-il enfin. Une restauration comme celle-ci a dû coûter cher, et ça demande une vraie compétence. Merci, répondis-je modestement. C'était un travail d'amour. Isabelle semblait moins impressionnée, mais son visage s'adoucit lorsqu'elle vit avec quelle admiration son mari regardait la moto. « Hugo, es-tu sûr que c'est sûr ?» demanda-t-elle avec anxiété. Les vieilles motos comme celle-ci, Marcel et moi avons vérifié chaque détail. L'assurai-je. Elle est parfaitement sûre et j'ai tous les documents enregistrés, assurés, prête à rouler. Jacques haussa un sourcil. Oh, vous avez vraiment tout prévu. À ce moment, Héloïse émergea des portes de l'hôtel, dans une robe d'été légère. Elle s'arrêta lorsqu'elle vit le groupe inhabituel à l'entrée. Hugo, maman, papa. Que se passe-t-il? Son regard se posa sur moi et elle se raidit visiblement. Madame Bisset, bonjour, ma chère. Hugo s'approcha d'elle et passa ses bras autour de ses épaules. Mamie est venue nous apporter un cadeau de mariage. Eh bien, pour moi, mais je voulais que tu le vois aussi. Il la conduisit à la moto. Souviens-toi, je t'ai parlé de la Triomphe Bonneville, comme je la voulais depuis que j'étais adolescent. Héloïse hocha la tête lentement, ses yeux glissant sur la moto. Oui, bien sûr. Je me souviens, tu disais que c'était la plus belle moto jamais fabriquée. Ma grand-mère l'a trouvée et l'a restaurée pour moi. Dit Hugo fièrement. N'est-ce pas incroyable? Héloïse me regarda, et je vis un mélange d'émotions dans ses yeux, surprise, admiration, et quelque chose d'autre, quelque chose comme de la culpabilité. C'est incroyable. Madame Bisset, dit-elle sincèrement. Je sais combien ça compte pour Hugo. Je souris. Merci, ma chère. Et s'il te plaît, appelle-moi Colette. Héloïse hocha la tête, puis regarda ses parents, comme pour jauger leur réaction. Jacques admirait toujours la moto, et Isabelle semblait pensive. Héloïse, commença Hugo, prenant sa main. Je veux que mamie soit à notre mariage. Elle doit être là. Je m'attendais à des objections, mais Héloïse me surprit. Bien sûr qu'elle doit être là, dit-elle fermement, surtout après un tel cadeau. Hugo, j'ai quelque chose à te dire, continua Héloïse. J'ai essayé de parler à mes parents de l'invitation de ta grand-mère il y a une semaine, mais nous étions trop têtus. Isabelle Lambert interrompit de manière inattendue. Et peut-être trop prompt à vous juger. Madame Bisset, je luttais pour cacher ma surprise. C'était la dernière chose que j'attendais d'entendre de cette femme. Un cadeau comme celui-ci, continua Isabelle, hochant la tête vers la moto, parle d'un profond attachement et d'une compréhension d'un véritable lien familial. Jacques et moi avons toujours valorisé les liens familiaux. La dernière phrase sonnait un peu pompeuse, mais j'appréciais la tentative de réparer les relations. Merci, Madame Lambert, répondis-je. Je valorise aussi la famille, et j'aime beaucoup mon petit-fils. Isabelle hocha la tête. C'est évident, et je pense que vous devriez être au mariage. En tant qu'invité d'Hugo, Hugo rayonna. Merci, Madame Lambert, ça compte beaucoup pour moi. Héloïse sourit aussi. À ma surprise, s'approcha et me serra dans ses bras. Je suis heureuse que vous soyez avec nous, Colette, et je suis désolée pour toute cette situation. J'aurais dû insister davantage. Je l'enlaçai en retour, sentant que, peut-être, je n'avais pas été entièrement juste dans mon jugement initial de cette fille, peut-être avait-elle plus de force et de caractère que je ne lui en avais crédité. Ne t'excuse pas, ma chère, tout va bien. Notre moment de réconciliation fut interrompu par le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Une Renault argentée se gara à l'entrée de l'hôtel, et Alain et Nathalie en sortirent. Mon fils semblait fatigué, et sa femme tendue. Les derniers préparatifs pour le mariage avaient visiblement été difficiles pour eux. Ils remarquèrent notre groupe, et se figèrent.
Nathalie pâlit. Lorsqu'elle me vit, et Alain passa nerveusement une main dans ses cheveux, son geste habituel, quand il ne savait pas comment réagir. « Hein, maman ?» parvint-il enfin à dire. « Que fais-tu ici ?» Avant que je puisse répondre, Hugo s'avança. « Mamie m'a apporté un cadeau de mariage, » dit-il, pointant la moto, « et elle sera à la cérémonie, en tant que mon invitée. » Nathalie ouvrit la bouche, clairement sur le point d'objecter, mais Alain surprit tout le monde, en posant sa main sur son épaule. « D'accord, » dit-il calmement. « Si c'est ce que tu veux, mon fils. »« Alain !» siffla Nathalie avec indignation. « Nous en avons discuté ?»« Bien oui, nous l'avons fait, » dit mon fils fermement. « Et peut-être avions-nous tort. » Il s'approcha de la moto, l'examinant avec un intérêt évident. « As-tu fait ça, maman? L'as-tu restauré ?» J'ai hoché la tête. « Avec l'aide de Marcel. Mais oui, nous avons fait la plupart du travail ensemble. » Alain secoua la tête, et un sourire apparut sur son visage. Une rareté ces dernières années. « C'est incroyable. Tu as toujours été pleine de surprises. » Il se tourna vers Nathalie, qui semblait toujours mécontente. « Regarde cette moto, chérie. C'est une œuvre d'art, et maman l'a fait pour notre fils. » Nathalie s'approcha à contre-cœur, examinant la Triomphe. Son visage restait tendu, mais je remarquai une lueur de respect dans ses yeux. « C'est impressionnant, » dit-elle enfin, se retenant. « Mais, Colette, ça ne change pas le fait que tes commentaires à Noël étaient inappropriés et blessants. Tu as raison. » Acquiesçai-je, décidant que ce n'était pas le moment pour l'orgueil. J'ai été dure et irréfléchie, et je m'excuse. Isabelle Lambert haussa légèrement un sourcil. Clairement, pas préparée à cela de ma part. Nathalie semblait aussi surprise. « Eh bien, d'accord, » dit-elle après une pause. « J'accepte tes excuses. Ce n'était pas la réconciliation la plus chaleureuse, mais c'était un début, égaux, debout à côté d'Héloïse, sourit, en nous regardant. « Alors, » dit Jacques Lambert, brisant le silence gênant. « Je pense qu'il faut prévenir le restaurant, qu'il y aura un invité supplémentaire, et peut-être devrions-nous réfléchir à où garer cette belle moto. Ce serait formidable si elle pouvait être à l'entrée des jardins de la mer pendant la cérémonie. » Excellente idée, mon Lambert, acquiesça Hugo avec enthousiasme. Mamie, qu'en penses-tu? Je souris. Si tu veux que ta moto fasse partie de la cérémonie, je suis tout à fait pour. Ma moto? Hugo secoua la tête avec un sourire. Je n'arrive toujours pas à y croire. Une Triomphe Bonneville de 1968. Mon rêve. Je vis comment Héloïse le regardait avec amour. Et à ce moment-là, je réalisais que, peut-être, je n'avais pas été entièrement juste envers elle. Elle aimait vraiment mon petit-fils, avec tous ses rêves et ses passions. Ah. Eh bien, dit Isabelle, jetant un coup d'œil à sa montre, nous devons tous nous préparer. La cérémonie est dans quelques heures, et nous avons encore beaucoup à faire. Tout le monde hocha la tête en accord, et le groupe commença à se disperser. Hugo s'attarda pour m'enlacer à nouveau. Merci, Mame, pour la moto, et pour être... juste pour être toi. Et de rien, mon chéri, répondis-je, sentant une boule dans ma gorge. À tout à l'heure, à la cérémonie. Il hocha la tête et courut après Héloïse. Je restai seule à l'entrée de l'hôtel, à côté de la moto qui avait complètement changé la situation. Le portier, qui avait observé toute la scène depuis la touche, s'approcha de moi. « Quel retournement dramatique, madame! Vous avez obtenu ce que vous vouliez. » Je souris. Je voulais juste offrir à mon petit-fils son rêve. Tout le reste est un bonus agréable. La cérémonie au jardin de la mer était exactement comme je l'avais imaginée, élégante, méticuleusement planifiée, avec une abondance de fleurs et de champagne. La moto, comme Jacques Lambert l'avait suggéré, trôna à l'entrée, attirant les regards admiratifs des invités. Je m'assis au dernier rang, modestement vêtu d'une robe bleu foncé,
que j'avais acheté il y a un an pour les funérailles d'une amie et que je n'avais jamais porté, je ne voulais pas attirer l'attention sur moi. Ce jour appartenait à Hugo et Héloïse. Quand la cérémonie commença et qu'Héloïse marcha dans l'allée, au bras de son père, je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point elle était belle dans sa robe blanche, et quand Hugo, debout à l'autel, se tourna pour l'accueillir. L'expression de pur bonheur sur son visage fit monter des larmes à mes yeux. Ils échangèrent leurs vœux, et je remarquai qu'Hugo avait ajouté une phrase sur le soutien à toute la famille, y compris les grands-mères sages avec des mains en or, à son vœu. Cela fit rire les invités et amena un sourire sur mon visage baigné de larmes. Après la cérémonie, pendant la réception, je restai à l'écart, observant le couple heureux et leurs invités. Isabelle Lambert s'approcha de moi, avec un verre de champagne. « Ah, tenez, dit-elle, me tendant le verre. J'ai pensé que vous pourriez vous sentir seul, dans ce coin. J'acceptai le champagne avec gratitude. Merci, Madame Lambert. Isabelle, s'il vous plaît, dit-elle avec un léger sourire. Après tout, nous sommes de la famille maintenant. Je hochaille la tête. Isabelle. Et appelez-moi Colette. Nous restâmes ensemble, regardant Hugo et Héloïse danser leur première danse, en tant que mari et femme. Vous savez, dit Isabelle après une pause. Jacques et moi n'avons pas toujours été aisés. Nous avons eu un début très difficile. Peut-être est-ce pourquoi je m'efforce tant, pour que tout soit parfait, pour que personne ne puisse dire que nous ne sommes pas assez bien. Je la regardais avec une nouvelle compréhension. Je n'ai jamais pensé que vous n'étiez pas assez bien. Isabelle, c'est juste que, parfois, je suis trop directe. Elle sourit, et je suis trop concentrée sur les apparences extérieures. Peut-être avons-nous toutes les deux quelque chose à apprendre l'une de l'autre. Nous trinquâmes, et je sentis que, sinon une amitié, du moins un respect mutuel, commençait à se former entre nous. Plus tard, Alain s'approcha de moi. Il semblait un peu gêné, mais déterminé. « Maman, je voulais m'excuser de ne pas avoir insisté pour ton invitation, d'avoir laissé les choses aller si loin. » Je secouai la tête. « Ne t'excusez pas, Alain. Tu étais entre le marteau et l'enclume. Je comprends. Peu importe. » Il semblait sincèrement bouleversé. J'aurais dû montrer plus de caractère, comme Hugo aujourd'hui. Ah, c'est un homme bien. Acquiesçai-je, fièrement. Il a du crâne. Oh, toi aussi. Sourit Alain. Cette moto, c'est quelque chose. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies fait toi-même. Pas entièrement, répondis-je modestement. Marcel a beaucoup aidé. Et René, d'une certaine manière, j'ai utilisé beaucoup de ce qu'il m'a appris au fil des années de notre mariage. Alain hocha la tête, une ombre de tristesse traversant ses yeux, à la mention de son père. Il aurait été fier de toi, maman, et d'Hugo aussi. Je sais, dis-je doucement. Il a toujours été fier de vous deux. Nous restâmes là en silence, chacun perdu dans ses pensées sur René. Puis, Alain proposa soudain « Veux-tu danser, maman ?» comme autrefois. J'ai haussé les sourcils, surprise. Te souviens-tu comment nous dansions dans la cuisine, sur la radio, quand tu avais 10 ans? Bien sûr que oui, sourit-il. Tu mettais toujours Brassens, et tu me faisais mener. Tu disais qu'un vrai homme devait savoir danser. Je ris. C'est exact. Alors, dansons. Il me tendit la main. Avec plaisir, mon fils. Je pris sa main, nous entrâmes sur la piste de danse, où plusieurs couples tournoyaient, déjà, du coin de l'œil. Je vis Hugo, dansant avec Héloïse, nous repérer, et sourire largement. Il se pencha vers sa femme, et lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle se tourna, nous vit, Alain et moi, et sourit en retour, alors que je dansais avec mon fils sur la musique mélodieuse. Je sentis le poids des dernières années commencer à s'alléger. Peut-être que mon tempérament vif ne changerait jamais complètement. Mais aujourd'hui, je réalisais qu'il y avait toujours un moyen de trouver un terrain d'entente.
Si on s'y efforçait assez, après la danse, Hugo amena Héloïse vers moi. Mamie, nous voulions te dire quelque chose. Héloïse sourit timidement. Nous avons décidé de changer nos plans de lune de miel. Au lieu de voler à Nice, nous allons faire un voyage à travers la France. Un moto. Je ne pusse cacher ma surprise. Sur la Triomphe. C'est notre décision, dit Hugo fermement. Héloïse a toujours voulu voir la vraie France, pas seulement les endroits touristiques. Et j'ai toujours rêvé de faire un long voyage sur une moto classique. Maintenant, nous avons l'opportunité de combiner nos deux désirs, et nous aimerions commencer notre voyage par une visite chez toi, ajouta Héloïse, une semaine après le mariage, pour te montrer comment nous nous installons avec la moto, et juste pour te rendre visite. Colette, j'étais touchée. Je serai très heureuse de vous voir tous les deux. Et merci, Héloïse, pour ta compréhension. Elle secoua la tête. Merci de m'avoir montré que le vrai amour s'exprime par des actions, pas des mots. J'ai beaucoup appris de toi aujourd'hui. Alors qu'il s'éloignait, je remarquai que Nathalie nous observait depuis l'autre côté de la pièce. Son visage était pensif, mais pas hostile. Lorsque nos regards se croisèrent, elle hocha légèrement la tête, pas de manière amicale, mais avec un certain respect. Je hochai la tête en retour, sachant qu'une réconciliation complète avec ma belle-fille prendrait plus de temps. Mais le premier pas avait été fait. La soirée se poursuivit, et je savourais chaque moment. Je dansais avec Marcel, que Hugo avait spécialement invité. Après avoir appris son rôle dans la restauration de la moto, je discutais avec Jacques Lambert des voitures classiques, et découvris que nous avions beaucoup plus en commun que je ne l'avais pensé. J'échangeais même des recettes de biscuits avec Isabelle. Il s'avéra qu'elle était une excellente pâtissière. Bien qu'elle essayât de le cacher à ses amis mondains, quand vint le moment pour les jeunes mariés de partir, tous les invités se rangèrent à la sortie du restaurant, formant un couloir vivant. Hugo et Héloïse, heureux et rayonnants, passèrent à travers, sous les applaudissements et les félicitations, une triomphe, décorée de rubans et de fleurs, les attendait à la sortie. Quelqu'un avait même attaché une pancarte traditionnelle « Jeunes mariés » à l'aile arrière. Hugo aida Héloïse à s'installer sur le siège passager. Lui tendit un casque. Un moderne, avec une bonne protection. J'avais insisté là-dessus, puis monta derrière le guidon et mit son propre casque avant de baisser sa visière. Il croisa mon regard dans la foule et me fit un pouce levé. Je souris et hochai la tête, sentant mes yeux se remplir de larmes de bonheur. La moto démarra au premier essai, et son rugissement emplit l'air du soir. Les invités agitaient la main et lançaient des pétales de rose, alors que Hugo et Héloïse démarraient lentement, puis accéléraient, et roulaient sur la route, disparaissant dans la distance. Je restais là, les regardant, jusqu'à ce qu'ils disparaissent en tournant. Marcel s'arrêta à côté de moi. « Eh bien, vieille sorcière, on dirait que ton plan a fonctionné, encore mieux que tu ne l'espérais. » Je souris. « C'est exact, vieux geyser, c'est exact. »« Hein ? Alors, quoi maintenant ?» demanda-t-il. « Que vas-tu faire après un tel triomphe ?» J'ai réfléchi un instant, regardant le soleil couchant. Tu sais, mon jardin a besoin d'un peu de désherbage. Et ensuite, peut-être que je me lancerai dans quelque chose de nouveau. Peut-être apprendre à jouer de la guitare. Marcel rit. La guitare. À ton âge, pourquoi pas? Je lui fis un clin d'œil, comme les 3 dernières semaines l'ont montré. Rien n'est impossible pour moi. Chance. 6 mois plus tard. Ma vie avait changé plus que je n'aurais pu l'imaginer. Le jour du mariage d'Hugo, ma relation avec ma famille s'était considérablement améliorée. Alain appelait régulièrement, pas seulement pour les fêtes. Nathalie restait un peu distante, mais sans l'hostilité d'avant. Isabelle Lambert m'invita à son club de lecture. À ma surprise, j'acceptais. Jacques passait parfois pour parler de mécanique. Et Marcel et moi l'aidions à restaurer une horloge ancienne, héritée de son grand-père. Hugo et d'Héloïse tinrent leurs promesses
et partirent en voyage sur la Triomphe, m'envoyant régulièrement des photos de différentes parties de la France. Ils avaient l'air si heureux sur ces images, bronzés, souriants, les cheveux au vent. Et récemment, ils envoyèrent une photo spéciale, Héloïse, debout, à côté de la moto, avec un ventre à peine visible. Au dos était écrit « Mamie, tu vas bientôt être arrière-grand-mère. Nous espérons que tu apprendras au bébé tout ce que tu sais. Avec amour, Hugo et l'Héloïse. » Je regardais cette photo longtemps, sentant une chaleur se répandre en moi. La vie continue. Et malgré tous les conflits et les malentendus, l'amour trouve toujours un moyen de surmonter les obstacles. Parfois, il suffit du bon outil et d'un peu d'ingéniosité, comme René aimait le dire, et parfois, il faut une vieille moto et une grand-mère têtue qui n'a pas peur de se salir les mains